Donc, on va prendre la main et ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui une équipe de 2 chercheurs. Donc, premièrement, nous avons Dr. Marie-Thérèse Lucier. Elle est professeure titulaire au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de la faculté de médecine de l'Université de Montréal et directrice du réseau de recherche en soins primaires de l'Université de Montréal et directrice de l'équipe de recherche en soins de première ligne du Centre intégré de santé et services sociaux Laval. Elle est ici avec Dr. Claude Richard, qui est psychologue et chercheur associé de l'équipe de recherche en soins de première ligne du Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval. Ils vont nous parler aujourd'hui. Il est spécialiste de la communication médecin-patient. C'est exactement ce dont ils vont nous parler aujourd'hui. Donc, je leur passe la parole. Merci, Amélie. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, merci de donner l'occasion de partager des résultats d'une recherche qu'on a eu le plaisir de réaliser avec plusieurs autres chercheurs, dont Dr. Cara Tenenbaum, qui est ici présente ce matin, qui a été une inspiration pour les travaux qu'on fait au niveau de la déprescription. Et puis, je voulais juste signaler qu'on a fait ça avec des sous qui proviennent d'organismes subventionnaires, donc les Instituts de recherche en santé du Canada, le Centre intégré des services sociaux de Laval et puis la chaire Sadov-Rescourt du département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Alors, comme il est coutume, nous n'avons aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec le contenu de cette présentation. Il faut vous dire ici qu'au Québec et au Canada, la durée de la déclaration est de 2 ans. Alors, bien noter que sur les formulaires qu'on nous a fait signer, c'était de 5 ans. Donc, rapidement, je vais passer une introduction. Je pense qu'on est tous ici parce qu'on croit à l'importance de la polypharmacie et l'importance de lutter contre la polypharmacie chez nos personnes aînées. Donc, le but de l'étude que nous, on voit très mal ici à l'écran. Alors, dans un contexte réel de soins de première ligne, on voulait décrire le processus communicationnel d'un exercice de déprescription d'une benzodiazépine. Plus spécifiquement, on voulait décrire les stratégies verbales visant la déprescription et on voulait illustrer l'intérêt d'utiliser différentes méthodes de codification des entretiens selon différentes dimensions. Alors, les dimensions qu'on a retenues, c'est l'énoncé qui était dit soit par le médecin ou par le patient qui consulte. Quelle est l'orientation de cet énoncé-là? Est-ce que c'est un énoncé qui est favorable ou défavorable ou neutre vis-à-vis de la déprescription? Quelle est l'étape de l'algorithme de déprescription qu'on a pu identifier? On va revenir avec un exemple de l'algorithme qui était proposé aux médecins généralistes. Enfin, quel est le contenu par rapport aux médicaments? Est-ce qu'on parlait de la posologie, de l'indication, des effets secondaires, etc.? Donc, quel est le contenu qui est abordé dans l'énoncé? Et enfin, quelque chose d'important et qui n'est pas fait très souvent, quel est le type d'argumentaire qui est mis de l'avant, soit par le médecin, soit par le patient, pour donner du poids à l'information qui était échangée? Alors, nous vous proposons aujourd'hui une étude de cas qui était une étude imbriquée à l'intérieur d'une étude exploratoire descriptive qui comportait davantage de patients et qui vient de faire l'objet d'une publication. Vous avez en bas de l'écran la référence pour prendre connaissance des résultats de l'étude principale. Cette étude-là a été faite dans 3 groupes de médecine de famille universitaire. Donc, c'est des maisons médicales pluridisciplinaires chez vous, mais où se fait l'enseignement et la formation des futurs médecins généralistes, des infirmières praticiennes et des pharmaciens qui exercent en première ligne. Et on visait les médecins de famille, en particulier de ces sites-là, et des patients âgés de 65 ans et plus qui avaient au dossier au moins une des prescriptions d'un des médicaments potentiellement inappropriés et qui était active au dossier, en particulier des classes des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons ou d'une benzodiazépine. L'intervention qu'on regardait était de permettre aux patients de prendre connaissance de la brochure Empower dont Dr. Tenenbaum nous a parlé au tout début de notre journée aujourd'hui.
Donc, vous êtes à risque. Les patients étaient rencontrés avant la consultation et avaient la possibilité de lire la revue avant la consultation. Et auprès des médecins de famille, ils étaient exposés aux algorithmes de déprescription de ces deux classes de médicaments-là. Donc, un petit rappel sur la brochure quand même qui a 5 ou 6 pages, certainement, peut-être un peu plus, mais écrit gros, bien adapté à la population des personnes âgées. Et les algorithmes de déprescription qui sont évidemment illisibles à l'écran pour l'instant, mais c'est vraiment une suggestion d'organisation de l'information à échanger avec un patient au moment où on aborde la prescription d'une médication qu'on songe à arrêter. Ces algorithmes-là ont été publiés, sont disponibles sur le site canadien de déprescription, dont Cara nous parlait, et ils ont aussi été publiés dans le journal du médecin de famille canadien. Alors, la méthodologie, plus particulièrement au niveau de notre étude de cas, mais il fallait avoir des enregistrements audio de ces consultations-là. Alors, on vous invite ce matin à entrer dans la boîte noire de la consultation. On fait beaucoup de travaux sur ce qui se passe avant, ce qui se passe après, et on a très, très peu de travaux où, techniquement, on entend les échanges et, évidemment, qu'on peut les analyser. Et en fait, je vais passer rapidement. Les patients qui ont participé et les professionnels avaient des questionnaires auto-administrés à compléter, soit avant la consultation ou après. Pour le patient, on allait chercher les données sociodémographiques, leur perception de leur état de santé et un test de dépistage de leur niveau de littératie en santé. Et pour les médecins de famille en particulier, on essayait d'avoir leur perception du niveau de participation des patients à la consultation et leur ouverture, leur perception de l'ouverture des patients à discuter de déprescription. Alors, l'étude de cas, c'est ce qui nous permet une exploration approfondie selon plusieurs perspectives de la complexité et de l'unicité d'un projet. Dans notre cas, nous, une consultation. On avait au départ 24 consultations qui étaient enregistrées. Alors, comment on a fait pour choisir celle qu'on espère vous présenter ce matin? Parmi les 24 entrevues, on est allé chercher celles qui avaient une donnée suffisante ou une durée suffisante de discussion du médicament à déprescrire. C'est étonnant, même si on était dans une étude de déprescription, il y a des entrevues où il y avait à peine 5 ou 6 échanges sur la question, donc un peu faible pour décrire en profondeur un événement. Ensuite, il fallait que cette entrevue-là nous permette d'évaluer une variété de problématiques qui étaient abordées. On voulait essayer de voir quand il y avait des points de vue divergents qui étaient exprimés, donc il fallait qu'il y en ait dans l'enregistrement. Puis, on espérait trouver ou entendre un plan d'action qui était proposé. Alors, tout ça, c'est qu'on a évidemment dans notre travail de chercheur une équipe de codeurs d'entrevues médicales qui ont été formés à différentes méthodes. Chacune de ces méthodes-là a été validée et il y avait toujours 2 personnes qui écoutaient l'entretien et on a fait toutes les vérifications de fidélité interjugeur. On n'a pas le temps de présenter ça aujourd'hui, mais juste pour vous rassurer. Et on a appliqué, entre autres, ici on vous présente 4 des méthodes de codification qu'on a appliquées à notre entrevue. La première, c'était l'analyse de l'orientation de l'énoncé. Est-ce qu'il était favorable, défavorable ou neutre par rapport à la déprescription? Ensuite, quelle était l'étape de l'algorithme qui était traitée dans l'énoncé qui était étudié? Ensuite, pour chacun des énoncés, quel était le contenu? Et finalement, on a procédé à une analyse des types d'arguments. Alors, Claude va commencer à nous présenter les résultats. Je vais faire une déclaration tout de suite. On va certainement dépasser d'au moins 2 minutes, de 12 minutes, et avoir un peu moins de temps pour les questions. Oui. Alors, bonjour. Alors, j'ai essayé de vous faire cheminer au travers des résultats. Alors, donc, il s'agit d'un homme, le patient, c'est un homme de 68 ans, né au Québec, d'expression française, il est retraité depuis 13 ans, il vit seul. Il a un diplôme d'études secondaires,
Son niveau de littératie est tout juste suffisant pour bien se diriger dans le système de la santé, le niveau 3. Son état de santé est passable, et puis on sait qu'il prend notre grille, c'est de 0 à 4, mais en fait, il prend au moins un médicament, jusqu'à 4 médicaments en fait. Et puis, il a discuté de 3 problèmes de santé. C'est la rétorragie, le surpoids, l'apnée du sommeil. Il est là pour ça, en fait. Il a lu la brochure Empower avant la consultation. Pour ce qui est du médecin de famille, c'est une femme de 61 ans. Elle exerce au GMFU depuis plus de 15 ans. Elle assure un suivi du patient depuis quelques années, a eu accès aux algorithmes de prescription en début de projet. La durée de l'entretien est de 26 minutes de 40 secondes. La discussion de la déprescription, elle, par contre, dure 4 minutes de 30 secondes. Cette discussion, on a divisé la discussion en 3 segments, l'ouverture, le développement, la clôture. Bien que ces médecins abordent la nécessité de discuter la déprescription du benzo en tout début d'entretien. Donc, il y a eu un moment en tout début d'entretien où il y a eu quelques échanges. La discussion véritable débute après 15 minutes 55 du début de l'entretien. Alors, on va faire la lecture de Jean-Baptiste. Ah oui? Ah, tu veux pas qu'on fasse la lecture? Alors, monsieur, l'alprazolam, c'est ça, faut en parler. Fait qu'on essaie-tu d'arrêter complètement? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est quoi l'alprazolam? Le médicament que vous prenez pour être, quand vous êtes un peu nerveux, comme vous avez pris hier, avant de vous coucher pour dormir. Ben moi, je ne vois pas pourquoi je l'arrêterais. Comme je disais à mademoiselle, avec la quantité que je prends, c'est une demi par semaine. Des fois, ça peut être une demi par 2 semaines. Puis c'est juste quand je sais que j'ai de quoi le lendemain matin, puis je me dis, ben là, il faut que je dorme une nuit d'au moins 6-7 heures, que j'en prends. À part de ça, j'en prends pas. Donc, voulez-vous qu'on essaie d'autres choses, comme de la mélatonine? Ben ça, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais je sais qu'avec ça, ça va très bien. Par contre, je lisais sur les papiers qu'il y a un petit peu d'effets secondaires. Il y a des effets secondaires à tout. Même les Tylenol ont des effets secondaires. Mais étant donné que j'en prends pas réellement beaucoup, je me dis, ça fait-tu assez d'effets secondaires pour que ça soit nuisible? Ben, c'est sûr que l'idéal, c'est de ne pas en prendre du tout. C'est bien sûr, c'est sûr. On peut essayer d'autres choses à la place pour voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, on en reparle. Parce que là, j'en ai pris. Je l'ai fait renouveler hier. Et puis, celle-là que j'avais déjà, je pense qu'il m'en reste 3-4. Et puis, c'était du mois d'août. OK. Fait que ça fait pas longtemps. Vous en prenez vraiment pas beaucoup. Écoutez, moi, ma job, comme je vous dis, c'est d'en parler. Essayez, juste pour voir, juste pour voir. Il existe la mélatonine. Je vais juste vous la mettre sur votre feuille de prescription, puis peut-être, essayez ça, puis vous allez voir si ça fait la même affaire et que vous n'avez pas besoin de l'autre. D'un coup que ça marcherait. Ben ça, c'est quoi? C'est une pilule, ça aussi, ou c'est un... C'est une capsule. Là, le médecin explique le fonctionnement de la mélatonine. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, j'arrêterais l'autre complètement, puis je commencerai ça. Oui, essayez celui-là. De toute façon, il vous en reste. Si ça marche vraiment pas, vous me le dites, OK? Mais là, disons, faut-tu que je le prenne régulièrement ou au besoin? Non, vous pouvez le prendre juste la veille de quelque chose, juste pour l'essayer une fois de temps en temps. Puis aussi, si on a l'appareil CPAP, peut-être que vous n'aurez plus jamais besoin de médicaments seulement. En tout cas, je vais vous le mettre, la mélatonine, et comme je vous dis, essayez ça et on verra. De toute façon, vous savez où je suis, fait qu'on peut se communiquer. Pas de problème. Alors, on vous a donné un petit exposé rapide du Québécois parlé. Alors, Claude va vous présenter en quelques diapositives l'analyse qui a été faite de ce verbatim. Alors, si on fait une mise à plat,
des différentes choses qui se sont passées, on peut voir que l'orientation des énoncés, donc si c'est favorable, défavorable, neutre, on peut voir que du côté du favorable, eh bien, on a 18 énoncés du médecin qui sont favorables versus 4 pour le patient. Du côté des énoncés défavorables, on en a 1 pour le médecin, mais on en a 5 pour le patient. Il y a 3 énoncés neutres, 1 pour le médecin et 2 pour le patient. Alors, pour ce qui est des moments de l'algorithme auxquels on peut associer les différents propos, on peut voir que c'est vraiment la discussion de l'alternative qui suscite le plus d'interaction. C'est suivi d'évaluation des effets indésirables. Les indications, évidemment, sont très présentes. Le plan d'action, curieusement, c'est seulement 3 interventions. Pour le reste, on a une distribution avec un énoncé qui porte sur le sujet. Pour ce qui est du contenu discuté lui-même, quoi déjà? Les effets observés, ça, ça revient assez régulièrement, 4 fois. Mais ce qui domine, c'est la discussion sur le médicament exclu. Alors, il y a 6 énoncés qui portent carrément sur l'exclusion du médicament. Et puis, la posologie, évidemment, on a 6 énoncés qui portent là-dessus. Les arguments, si on passe à ça, quels sont les arguments utilisés? Bien, devinez quoi? C'est d'abord des arguments fondés sur l'autorité qui dominent, et puis suivi d'informations qu'on va donner. Alors, c'est les principaux arguments qui sont utilisés. Maintenant, la carte. Là, ça apparaît. Je vais essayer de... Vous avez ça, c'est une mise à plat. Maintenant, si on reprend du point de vue de la dynamique de l'entrevue, donc comment ça s'est passé, comment les choses se sont articulées. Alors, vous avez essentiellement à gauche et à droite, à gauche, le patient, avec les codes que je vous ai présentés plus tôt, mais qui là sont associés réplique par réplique. Donc, vous pouvez retrouver les répliques auxquelles c'est associé. Et à droite, vous avez le médecin, réplique par réplique, avec tous les codes qui sont associés. Et à l'extrême droite, la colonne verticale, vous avez ce qui correspond grosso modo aux algorithmes des prescriptions, à des moments de l'algorithme des prescriptions. Donc, évidemment, on ne peut pas leur donner. Là, j'imagine que vous allez avoir le verbatim avec vous, là, en tout cas, vous allez avoir la présentation. Vous pouvez donc refaire notre verbatim qu'on vous a donné verbalement et voir le jeu des codes. Et au milieu, ce que vous avez, c'est ce qu'on ne vous a pas présenté dans la mise à plat, c'est l'analyse de l'interaction. Alors, est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est une thérapie, donne des informations sur la thérapie? Est-ce que c'est avec les connecteurs logiques? Est-ce que c'est un et, un mais, un donc, un parce que, etc. Alors, donc, on a le lien fonctionnel entre chacun des énoncés. Voilà. Également, ce qu'on a ajouté à cette analyse en termes de code, on a ajouté une analyse critique d'une intervention que vous avez vue brièvement à l'écran, qui est de l'autre bord. Alors donc, l'intervention, c'est qu'on a choisi pour présenter, c'est essayer juste pour voir, il existe de la mélatonine. Je vais vous la mettre sur votre feuille, puis peut-être essayer ça. Vous allez peut-être voir si ça fait la même affaire, que vous n'avez pas besoin de l'autre, d'un coup que ça marcherait. Alors donc, se basant sur l'ensemble de l'information, on peut, quand on l'analyse, on peut dire que, évidemment, le médecin enchaîne en répétant sa demande de remplacement de la trazodone par la mélatonine, tout en atténuant l'aspect impératif et autoritaire de la demande, avec juste pour voir, peut-être essayer, d'un coup que ça marche. Il utilise l'autorité que lui confère son statut pour supporter sa demande, tout en rendant l'usage de l'alternative facultative et réversible. Ce qui est implicite,
évidemment, ici, c'est si l'alternative fonctionne, on pourra arrêter l'alprazolam et il aura avoir fait sa job. Et vous pourrez dormir. Si ça ne fonctionne pas, on continue l'alprazolam. Donc, en conclusion, évidemment, vous allez avoir compris que la présentation d'une analyse aussi complexe dans un format de présentation de 12 minutes, c'est à peu près impossible. Alors, on vous invite vraiment à regarder les impressions des documents que vous avez reçus ou de les consulter sur le web quand ils seront rendus disponibles pour voir la richesse. Alors, en conclusion, nous, on pense que l'analyse de cas illustre la richesse et la complexité des échanges portant sur la déprescription en contexte réel de soins, avec les mots que l'on a et les outils que l'on a. Elle nous révèle aussi que l'acte de déprescription constitue un processus de co-construction dans lequel le médecin s'engage dans un dialogue de persuasion ayant peu à voir avec une application mécanique d'un algorithme qui va lui suggérer un déroulement ordonné où les étapes s'emboîtent logiquement les unes dans les autres. L'ordre dans lequel l'algorithme est présenté est complètement différent de l'algorithme qui apparaît sur les feuilles. Pourquoi? Parce qu'on est à deux dans la conversation. La carte que l'on a élaborée, qui est une carte conceptuelle, va décrire plus la dynamique de l'entretien de la déprescription. Et elle illustre comment, à la fois, chacun réagit aux propositions de son interlocuteur et, en retour, agit sur ce dernier. L'entretien de déprescription, il est à l'image de tous les entretiens médecin-patient. Il comporte les 3 dimensions qu'on a mentionnées plus tôt. Et aucune des méthodes de codification, habituellement dans les entrevues, dans les recherches en communication, les chercheurs vont utiliser un type d'analyse pour décrire une situation. Là, je pense qu'on a essayé de vous montrer comment différents niveaux d'analyse peuvent nous donner une appréciation beaucoup plus riche et globale de ce qui se passe. Finalement, la mise en commun des différentes méthodes de codification ainsi que la carte ont permis de démontrer comment le médecin passe, au cours de l'entretien, dans le cas qu'on a choisi, d'une demande explicite de déprescription à plutôt une suggestion faible de cesser l'alprazolam, avec un engagement qui était aussi faible de la part du patient, qui d'ailleurs, dans son questionnaire post-consultation, nous a avoué qu'il était vraiment incertain de suivre les recommandations de son médecin. Donc, l'assertivité initiale du médecin s'est transformée au cours du dialogue en une forme de complaisance qui a pour effet de réduire les chances véritables de déprescription de la benzo. Alors, les retombées possibles, mais c'est au niveau de la formation des professionnels d'une part, pour leur permettre de développer le vocabulaire nécessaire et les arguments pour essayer de procéder plus rapidement à la déprescription, et le développement d'outils pour les patients pour les aider à préparer ce genre de consultation-là. Merci et désolé d'avoir utilisé plus de temps que ce qui nous était alloué. Oui, je crois que... Oui, je crois que nous pouvons prendre maximum une question avant de passer à la présentation suivante. Une question française. Une question québécoise alors? Oui, j'aurais une question. Je sais que votre projet s'est attardé aussi aux inhibiteurs de la pompe à protons. Là, vous parlez des benzodiazépines. J'aimerais en savoir davantage sur l'approche du médecin, comment elle différait quand on parle de déprescrire les médicaments comme les inhibiteurs de pompe à protons par rapport aux sédatifs, en grande ligne. Oui, tu peux y aller. Moi, je pas de souci. Les benzos ont des fortes composantes psychosociales et puis ça relève clairement et directement une espèce de confort quotidien pour le patient quand il prend un benzo. Contrairement à l'autre type de médication qui est beaucoup plus médicale et qui soulage le patient d'une souffrance, la dynamique est très, très différente. Si la difficulté avec l'inhibiteur de protons, l'IPP, c'est que dans le cas des patients qui sont là, ils n'ont plus de symptômes. Et l'objection du patient qui vient très, très rapidement dans les interactions, c'est de dire
oui, mais si j'ai plus de symptômes, c'est parce que je prends le médicament. Alors, ça place le médecin dans une situation un peu difficile où il dit, bien, pour savoir si vraiment tu n'as plus besoin, il faut l'arrêter. Mais si je l'arrête et les symptômes reviennent, bien, c'est désagréable. Alors donc, il y a une tractation qui se fait à ce niveau-là entre le médecin et le patient pour dire, bon, ben, est-ce que ça vaut la peine de peut-être souffrir à nouveau pour savoir si l'IPP était efficace ou pas efficace, ou nécessaire ou pas nécessaire. Alors, donc, la dynamique est beaucoup plus médicale, entre guillemets.